Il y a un moment spécifique où vous réalisez que vos enfants vont vous décevoir, pas d'une manière décevante, d'une manière terrifiante, parce que vous avez plus de 60 ans et vous avez besoin d'aide, d'une vraie aide, et ils ne viennent pas. J'ai 83 ans. Je m'appelle Marguerite, et je vais vous dire quelque chose que personne ne veut entendre. Après 60 ans, votre famille vous décevra. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas être ce dont vous avez besoin qu'ils soient. Et si vous continuez à l'attendre d'eux, vous vous détruirez ainsi qu'eux. J'ai passé 3 ans après la mort de Richard à attendre que mes enfants me sauvent, à attendre qu'ils interviennent et arrangent tout. Ils ne l'ont pas fait, ils ont essayé, mais ils ont échoué, et j'ai failli ne pas y survivre. Ce qui m'a sauvée, ce sont 5 principes que j'ai appris à mes dépens, 5 façons de penser qui semblent fausses au début, qui donnent l'impression d'abandonner la famille, mais ce n'est pas le cas. Ce sont la seule chose qui m'a gardée en vie quand la famille ne le pouvait pas. Si vous avez plus de 60 ans et commencez à vous sentir invisible, ou vous demandez pourquoi vos enfants ne sont pas là comme vous pensiez qu'ils le seraient, ou êtes assise seule à attendre un appel téléphonique qui ne vient pas, vous devez entendre ceci, parce que ces 5 principes sauveront votre vie, ont sauvé la mienne. Les premiers mois après la mort de Richard, mes enfants se sont mobilisés, appelaient tous les jours, visitaient plusieurs fois par semaine, s'assuraient que j'avais de la nourriture, de la compagnie, tout ce dont j'avais besoin. Je pensais que ça durerait. Je pensais que c'était la nouvelle normale. Je pensais, d'accord, Richard est parti, mais mes enfants vont prendre soin de moi maintenant. J'en ai élevé 5. Sûrement que c'est suffisant. Ça ne l'était pas. Lentement, les appels sont devenus moins fréquents. 1 fois par jour est devenu tous les 2 jours. Tous les 2 jours est devenu 2 fois par semaine. Les visites se sont espacées. Hebdomadaire est devenu toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines est devenu mensuel. Pas parce qu'ils ont arrêté de se soucier, mais parce que la vie a continué. Leurs emplois exigeaient des choses. Leurs enfants avaient besoin de choses. Leur mariage nécessitait des choses. Et j'étais juste, là, assise dans ma maison, à attendre que quelqu'un remarque que je me noyais. Personne n'a remarqué. Ou ils ont remarqué et ne savaient pas quoi faire. 6 mois après la mort de Richard, je suis restée 4 jours sans parler à un autre être humain. 4 jours, dans une maison qui était pleine de bruit et de gens et de vie. J'ai décroché le téléphone pour appeler mon aîné. Je l'ai reposé. Je l'ai décroché à nouveau. J'ai pensé, je ne peux pas continuer à appeler. Je ne peux pas continuer à être dans le besoin. Je ne peux pas continuer à être la mère qui ne peut pas gérer d'être seule. Alors je n'ai pas appelé et personne ne m'a appelé. C'est là que j'ai appris le premier principe et c'est le plus difficile. Votre famille ne vous doit pas sa vie. Ça semble cruel, mais c'est la vérité qui m'a sauvée. Je pensais qu'ils me la devaient. Je pensais que je l'avais méritée. J'ai passé 25 ans à les élever, à les nourrir, à les habiller, à sacrifier pour eux. J'ai renoncé à la promotion qui nécessitait des voyages parce qu'ils avaient besoin de moi à la maison. J'ai renoncé à des amitiés parce que la famille passait en premier. J'ai renoncé à des parties de moi-même que je ne récupérerai jamais. Et je pensais que ça signifiait quelque chose. Je pensais que ça signifiait que quand j'aurais besoin d'eux, ils rendraient également. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que tout ça fonctionne. Vos enfants ne vous doivent pas leur vie parce que vous leur avez donné la vôtre. Vous avez choisi de les avoir.
choisi de les élever, c'était vos décisions. Et ils peuvent prendre leurs propres décisions maintenant, sur leur temps, leur énergie, leur présence, même si ces décisions ne vous incluent pas comme vous pensiez qu'elles le feraient. Ma fille a eu une crise au travail, un problème avec son patron. Elle était stressée, contrariée, avait besoin de soutien. Elle a appelé son mari, a appelé sa meilleure amie, ne m'a jamais appelé. Je l'ai découvert des semaines plus tard. Je me suis sentie blessée. J'ai pensé, je suis ta mère. Pourquoi ne m'as-tu pas appelée? Mais ensuite, j'ai réalisé, je n'étais plus la personne vers qui elle se tournait. Pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce que je ne faisais plus partie de sa vie quotidienne de cette façon. Je n'étais plus au centre, j'étais sur les bords, et je pouvais être blessée par ça, je pouvais être amère à ce sujet, ou je pouvais l'accepter, accepter qu'elle avait construit une vie qui ne tournait pas autour de moi, ce qui est exactement ce que je voulais pour elle, ce pourquoi je l'avais élevée. On ne peut pas avoir les deux, on ne peut pas élever des enfants indépendants, et ensuite leur en vouloir de leur indépendance. Alors j'ai lâché prise. J'ai lâché prise de penser qu'ils me devaient leur temps, leur énergie, leur vie. Et ce lâcher prise, cette acceptation, ça m'a libérée d'arrêter de compter les points, d'arrêter de me sentir pleine de ressentiment, d'arrêter d'attendre qu'ils remboursent ce que j'avais donné, parce que ce n'était jamais une transaction, ce n'était jamais censé l'être. Le deuxième principe est venu quand j'ai réalisé pourquoi j'étais si misérable. Votre identité ne peut plus être mère. Pendant 50 ans, c'est ce que j'étais. Mère, c'était mon travail, mon but, toute mon identité. Tout ce que je faisais était à travers ce prisme. Qui j'étais, ce que je voulais, comment je passais mon temps. Tout était d'être leur mère, mais ils n'ont plus besoin d'une mère. Pas comme avant, ils ont 50 ans, 48, 45, 42, 40. Ils ont leur propre maison, leur propre famille, leur propre vie. Ils ont besoin d'une mère pour les fêtes peut-être, pour les urgences, pour des conseils occasionnels, mais pas tous les jours, pas de la façon dont j'avais besoin d'être nécessaire. Et j'avais construit toute mon identité autour de ce besoin quotidien, cette présence constante. Alors quand ça a disparu, j'ai disparu. Je ne savais pas qui j'étais si je ne maternais pas activement quelqu'un. J'ai essayé de continuer à materner. J'ai essayé de rester pertinente. J'appelais avec des conseils qu'ils ne demandaient pas. J'offrais d'aider avec des choses qu'ils géraient. Je me présentais sans invitation chez ma fille avec une cocotte. Je disais que je pensais qu'elle serait trop occupée pour cuisiner. Elle l'a prise, m'a remerciée. Mais j'ai vu son visage. J'ai vu la légère agacement, la patience qu'elle devait convoquer, parce que je la traitais comme si elle avait encore 25 ans et était débordée. Mais elle ne l'était pas. C'était une adulte compétente qui pouvait nourrir sa propre famille. Et mon aide n'aidait pas. C'était moi qui essayais de prouver que j'étais encore nécessaire. Je devais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un au-delà de mère. Je devais découvrir qui était Marguerite. Pas Marguerite la mère, pas Marguerite l'épouse, juste Marguerite. Ça m'a pris 2 ans, 2 longues années douloureuses. J'ai commencé petit, j'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque. Je me sentais terrifiée en entrant. Je me suis présentée sans mentionner mes enfants, sans mentionner que j'étais mère ou grand-mère. J'ai juste dit « Je suis Marguerite, j'aime les romans policiers ». C'était tout ce que j'étais dans cette pièce. Et ça semblait étrange, incomplet, comme si j'avais oublié la partie la plus importante. Mais je ne l'avais pas fait. J'avais juste trouvé un endroit où cette partie n'avait pas d'importance, où j'importais pour des raisons différentes. J'ai commencé à marcher tous les jours, de longues promenades, des promenades pour penser.
Je me posais des questions que je ne m'étais jamais posées auparavant. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Pas ce qui rend ma famille heureuse, ce qui me rend heureuse. J'ai découvert des choses sur moi-même que je n'avais jamais su. Je n'avais jamais eu le temps de savoir. J'aime le silence plus que la conversation. J'aime les matins plus que les soirées. J'aime être dehors plus qu'à l'intérieur. De petites choses, mais elles étaient à moi, des morceaux d'une identité qui n'avait rien à voir avec être la mère de quelqu'un. Et lentement, je suis redevenue quelqu'un d'entier. Le troisième principe a été le plus douloureux à apprendre. Vous ne pouvez plus être leur contact d'urgence. Ça semble étrange, mais c'est vrai. Pendant des années, j'étais la personne qu'ils appelaient quand quelque chose tournait mal. Voiture en panne, appelle maman, a perdu leur emploi, appelle maman, se dispute avec leur conjoint, appelle maman. Et j'aimais ça, j'aimais être nécessaire, être la solution. Ça me faisait me sentir importante, pertinente, encore nécessaire. Mais j'avais 71 ans. Et mon aîné m'a appelé à 11 heures du soir. Sa voiture était tombée en panne. Il était à 1 heure de route, avait besoin d'être ramené. Et je ne pouvais pas l'aider. Je ne pouvais pas conduire la nuit. Je ne voyais pas assez bien, trop dangereux. J'ai dit, « Je suis désolée chérie, je ne peux pas. Tu devras appeler quelqu'un d'autre. » Silence. Puis il a dit, « D'accord maman. » Je me suis débrouillée, à raccrocher déçue, peut-être un peu frustrée, et je me sentais comme si j'avais échoué, comme si je l'avais laissé tomber, mais je ne l'avais pas fait. J'avais juste atteint la limite de ce que je pouvais faire, et m'accrocher au rôle de contact d'urgence, de résolveur de problèmes, de la personne qui répare tout. Ça nous blessait tous les deux. Parce qu'il devait construire un système de soutien qui ne reposait pas sur une femme de 71 ans qui ne pouvait pas conduire la nuit. Et je devais arrêter de prétendre que je pouvais encore faire des choses que je ne pouvais pas. J'ai dit à tous mes enfants après ça, gentiment, mais clairement. J'ai dit, je vous aime, je suis là pour vous. Mais je ne peux plus être votre contact d'urgence. Je ne peux pas tout laisser tomber et conduire à travers la ville. Je ne peux pas soulever des choses lourdes. Je ne peux pas rester éveillé tard à réparer vos problèmes. Je vieillis. J'ai des limites maintenant. Et j'ai besoin que vous les connaissiez. C'était difficile. Ça ressemblait à abandonner. Ça ressemblait à admettre la défaite. Mais c'était honnête. Et l'honnêteté est plus gentille que de prétendre jusqu'à s'effondrer. Ils se sont adaptés, ont trouvé d'autres personnes à appeler, ont construit des réseaux qui ne dépendaient pas de moi, et j'ai arrêté de me sentir coupable d'avoir des limites. Ça va sembler ridicule, mais j'ai essayé de réparer l'ordinateur de mon petit-fils une fois. J'ai passé 2 heures à cliquer sur des choses au hasard. Je l'ai empiré. J'ai dû le rappeler et admettre que je l'avais encore plus cassé. Il a ri, a dit « C'est bon, mamie, j'appellerai le technicien. » Et c'était bien, mieux que bien. Je n'avais pas besoin d'être le technicien. Le 4e principe est celui que personne ne vous dit. Vous devez devenir à l'aise avec le fait d'être seul. Pas solitaire, seul. Il y a une différence cruciale. Je n'étais jamais seule avant la mort de Richard. 68 ans de ma vie, quelqu'un était toujours là. Maison familiale en grandissant. Colocataire pendant ma seule année d'université. Mariage à 22 ans. Je n'ai jamais vécu seule, je n'ai jamais eu à être seule. Et quand Richard est mort, j'ai paniqué. J'ai rempli chaque moment de bruit. Télévision toujours allumée, radio dans la cuisine.
J'appelais les gens constamment, parce que le silence était insupportable. La solitude était terrifiante, mais je ne pouvais pas soutenir ça. Je ne pouvais pas continuer à fuir le silence pour toujours. Un jour, le courant a été coupé. Une tempête a coupé l'électricité pendant 8 heures. Je me suis assise dans mon salon. Pas de télévision, pas de radio, pas de distraction. Juste moi et le silence. Et je pensais que j'allais devenir folle. Je pensais que je ne pouvais pas gérer ça. Mais après 1 heure, quelque chose a changé. Le silence a cessé de sembler menaçant, a commencé à sembler paisible. J'ai remarqué des choses que je n'avais jamais remarquées. Le son de la pluie, la maison qui se tasse, ma propre respiration. Et j'ai réalisé, j'allais bien, seule, dans le silence, et j'allais bien. J'ai commencé à le pratiquer. J'ai éteint la télévision. Je me suis assise dans le calme. J'ai appris à être avec moi-même, à apprécier ma propre compagnie. J'ai appris qu'être seul ne signifiait pas être abandonné, ne signifiait pas être mal aimé, signifiait juste être, par moi-même, et c'était suffisant. La plupart des gens n'apprennent jamais ça, passent toute leur vie à fuir la solitude, et puis ils ont 70 ans et ils sont seuls qu'ils le veuillent ou non. Ceux qui ont appris à être à l'aise avec ça survivent, prospèrent même. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils se flétrissent, deviennent amers, désespérés. Je devais apprendre. Je devais devenir à l'aise avec les samedis soirs seuls, avec les fêtes qui étaient calmes, avec les semaines où personne ne visitait. Je devais trouver la paix dans ma propre présence. Et une fois que je l'ai fait, tout le reste est devenu plus facile. Le 5e principe a sauvé ma vie, littéralement. Pendant 68 ans, ma communauté était ma famille. Je n'avais besoin de personne d'autre. J'avais des connaissances, des voisins à qui je faisais signe, des femmes de l'église avec qui je bavardais, mais pas de vrais amis, pas de connexion profonde en dehors de la famille. Et quand Richard est mort et que mes enfants se sont dispersés dans leur propre vie, je n'avais rien, personne à appeler, personne à voir, personne qui remarquerait si je disparaissais. J'ai commencé lentement, je me suis forcée à dire oui aux choses. Le club de lecture m'a invitée à déjeuner. Je voulais dire non, dire que j'étais occupée, mais je me suis forcée à y aller. Je me suis assise avec 4 femmes que je connaissais à peine. On a parlé de livres, de la vie. Elles m'ont invitée à nouveau. J'y suis allée à nouveau. J'ai commencé à faire partie de quelque chose. J'ai rencontré Sarah, ma voisine. J'ai vraiment parlé avec elle au lieu de juste faire signe. Elle était débordée, travaillait à plein temps, élevait une fille seule. J'ai proposé de ramener Emma de l'école, juste une petite chose. Elle a dit oui, et c'est devenu une routine. 3 jours par semaine, je ramenais Emma. On s'asseyait sur mon porche, elle parlait, j'écoutais. Sarah a commencé à passer, apportait du café, parlait de sa journée, pas parce qu'elle avait pitié de moi, parce qu'elle m'aimait bien, parce qu'on avait construit quelque chose de mutuel, quelque chose de réel. J'ai rejoint un groupe de marche au centre pour seniors. Je pensais que ce serait terrible, des vieilles personnes qui traînent en se plaignant, mais ce n'était pas ça. C'était 8 femmes d'âge divers, marchant, parlant, vivant. On marchait tous les mardis et jeudis matins, pluie ou soleil. Et elles sont devenues mes personnes, celles qui appelaient quand je ne me présentais pas, celles qui remarquaient, qui se souciaient, qui se présentaient, pas parce qu'elles le devaient, parce qu'elles le choisissaient. C'est ce que la famille ne peut pas vous donner, ce choix, cette sélection mutuelle. La famille vous aime parce qu'elle est censée le faire, à cause du sang, à cause de l'histoire. Mais les amis vous aiment parce qu'elles le veulent, à cause de qui vous êtes maintenant. Et cette distinction, ce choix,
Ça compte plus que je ne peux le dire. Ma vie maintenant est pleine. Pas de famille, de gens. Certains sont de la famille. Ma fille me rend visite une fois par mois. On prend un café, on parle, vraiment parler. Mais la plupart sont des gens que j'ai choisis, qui m'ont choisi en retour. Sarah et Emma, le club de lecture, le groupe de marche, les femmes de l'église qui sont vraiment devenues des amies, des gens qui me voient, pas comme la mère ou la grand-mère de quelqu'un, comme Marguerite, comme moi-même, et cette vision, être connue pour qui je suis vraiment, ça m'a sauvée. Alors c'est le 5e principe, le plus important. Construisez une communauté en dehors de votre famille, pas à la place de la famille, en dehors d'elle. Ma relation avec mes enfants s'est améliorée une fois que j'ai arrêté d'avoir besoin qu'ils soient tout. Une fois que j'avais ma propre vie, ma propre communauté, mon propre but, ils pouvaient juste être mes enfants, pas mes sauveurs. Ma fille a dit quelque chose le mois dernier, a dit « Maman, tu as l'air heureuse. » Je le suis, ai-je dit. Je le suis vraiment. Elle avait l'air surprise. A dit « Je m'inquiétais pour toi. Après la mort de papa, je pensais que tu n'irais jamais bien. J'ai failli ne pas y arriver. » ai-je dit. Mais je vais bien maintenant. Elle a demandé ce qui avait changé. J'y ai réfléchi. À ces 5 principes, à tout ce que j'avais appris. J'ai arrêté d'attendre que vous me répariez, ai-je dit. J'ai commencé à me réparer moi-même. Elle avait l'air soulagée, coupable peut-être, mais surtout soulagée, parce que je l'avais libérée. Les avais tous libérés du poids de mon bonheur, du fardeau de ma solitude, de la tâche impossible d'être tout ce dont j'avais besoin. Je suis reconnaissante d'avoir appris ces principes avant qu'il ne soit trop tard, d'avoir découvert que je pouvais construire une vie à 70 ans que je n'avais jamais eue à 30, pour mes enfants qui m'aiment mieux maintenant que j'ai moins besoin d'eux, pour la communauté que j'ai choisie et qui m'a choisi en retour, pour avoir appris que la famille qui vous déçoit ne signifie pas que votre vie est finie. Parfois, ça signifie qu'elle commence enfin. Merci d'avoir pris le temps avec moi, d'avoir écouté une vieille femme parler d'apprendre à se tenir debout quand personne ne la soutenait. Si vous voulez vous asseoir avec moi à nouveau, je serai là, toujours en train d'apprendre, toujours en train de construire, aimant toujours ma famille d'un lieu de force au lieu de désespoir. Prenez soin de vous et rappelez-vous, votre famille vous décevra, mais vous n'avez pas à vous décevoir vous-même.